Sébastien Wilkinson s'était toujours enorgueilli de sa capacité à lire les situations avant qu'elles ne se déroulent. 12 ans dans le renseignement militaire l'avaient entraîné à voir des schémas là où d'autres voyaient le chaos, à prédire les comportements avant qu'ils ne se manifestent. Cette compétence s'était bien transposée dans sa carrière civile de consultant en sécurité pour des entreprises du Fortune 500, où il s'était bâti une réputation pour anticiper l'espionnage industriel avant qu'il ne se produise. Mais rien ne l'avait préparé à la vue de son fils de 8 ans, debout dans l'embrasure de la porte, avec un œil violet et noir, enflé au point d'être presque fermé. Jake. Sébastien se leva de son bureau à domicile, sa stature de 1m88 se sentant soudainement inutile face à la petite silhouette tremblante devant lui. Que s'est-il passé, mon grand? L'œil valide de Jake se darta vers les escaliers où sa mère, Marcy, était censée travailler à domicile toute la journée. Le silence du garçon était plus assourdissant que n'importe quel cri. Sébastien s'agenouilla, se mettant au niveau de Jake. Son esprit cataloguait déjà les détails. La posture défensive, la façon dont Jake favorisait son côté gauche, les traces de larmes sur ses joues qui suggéraient qu'il pleurait depuis un moment. Ce n'est pas grave. Tu peux me le dire. Je suis tombé, murmura Jake. Mais sa voix avait la qualité mécanique d'une réplique répétée. Sébastien avait déjà entendu ce ton dans les salles d'interrogatoire de Bagdad, de la part de personnes récitant des histoires qu'on leur avait dit de raconter. Son estomac se noua. Il attira son fils dans une douce étreinte, sentant le corps du garçon se raidir avant de se détendre lentement. « Va te laver pour le dîner », dit doucement Sébastien. « Nous parlerons plus tard. » Alors que Jake disparaissait à l'étage, Marcy sortit de la chambre principale, ses cheveux sombres attachés en une queue de cheval soignée, vêtue d'un pantalon de yoga et d'un sweat à capuche de marque. Elle avait été à la maison toute la journée, censée travailler à distance pour l'agence de marketing où elle avait récemment été promue directrice principale. Oh mon Dieu, qu'est-il arrivé à Jake? Son inquiétude semblait sincère, mais Sébastien remarqua quelque chose. Elle ne se précipita pas pour voir leur fils. Elle resta exactement là où elle était, à près de 4 mètres de distance, ses mains manucurées jointes devant elle. Il dit qu'il est tombé, répondit Sébastien, l'observant attentivement. À l'école, je suppose. Pauvre bébé, dit Marcy, se dirigeant enfin vers les escaliers, mais à un rythme tranquille. Je vais mettre de la glace dessus. Je m'en occupe, dit Sébastien, sa voix ferme. Continue de travailler. Quelque chose vacilla sur son visage. De l'agacement, peut-être. Où étaient ceux du soulagement? Cela disparut si vite que Sébastien se demanda presque s'il l'avait bien vu. Plus tard dans la soirée, après que Jake eut picoré son dîner et se fut retiré dans sa chambre, Sébastien s'assit dans son bureau, fixant la photo de famille sur son bureau. Elle avait été prise 6 mois auparavant à leur maison du lac dans le Michigan. Des visages souriants, les bras enlacés. L'image du bonheur domestique. Lui et Marcy étaient ensemble depuis 10 ans, mariés depuis 9. Elle était une jeune associée en marketing quand ils s'étaient rencontrés lors d'un séminaire sur la sécurité d'entreprise qu'il dirigeait. Elle était ambitieuse, vive d'esprit, belle. Il était tombé éperdument amoureux. Mais dernièrement, quelque chose avait changé. De petites choses au début. La façon dont elle avait commencé à travailler tard plus fréquemment, la nouvelle intensité de sa routine à la salle de sport, la distance subtile qui s'était glissée dans leur conversation. Sébastien avait attribué cela au stress de sa promotion, à l'évolution naturelle d'un mariage de longue durée. Il avait été patient, compréhensif. Maintenant, en regardant l'expression hantée de son fils à travers la table du dîner, il se demandait à quoi d'autre il avait été aveugle. Son téléphone vibra, un SMS de son meilleur ami, Tané Page, qui enseignait la psychologie légale à l'université Northwestern. Tané, toujours partant pour le poker vendredi? J'ai besoin de te prendre ton argent. Sébastien, on remet ça. Un truc est arrivé avec Jake. Tané, tout va bien? Sébastien fixa l'écran. Tout n'allait pas bien. Chaque instinct qu'il avait affiné au fil des ans dans le renseignement criait que quelque chose n'allait vraiment pas dans sa propre maison. Sébastien, je te tiens au courant. Il monta les escaliers jusqu'à la chambre de Jake, frappa doucement à la porte décorée d'affiches de super-héros. Je peux entrer, mon grand? Jake était assis sur son lit, sa tablette jouant une vidéo sans intérêt, mais ses yeux ne regardaient pas vraiment. Sébastien s'assit à côté de lui, maintenant une distance confortable. Tu sais que tu peux tout me dire,
n'est-ce pas, dit doucement Sébastien. Quoi que ce soit, peu importe qui t'a dit de ne rien dire. Je suis toujours de ton côté. La lèvre inférieure de Jake trembla un instant. Sébastien pensa que son fils pourrait craquer. Pourrait lui dire ce qui s'était vraiment passé. Mais alors, les yeux du garçon se dardèrent vers la porte ouverte et son expression se referma à nouveau. Je suis tombé du portique, dit Jake, sa voix creuse. C'est ce qui s'est passé. Le cœur de Sébastien se serra, mais il hocha la tête. D'accord. Mais si tu te souviens de quelque chose de différent ou si autre chose s'est produit, tu viens me trouver. Marché conclu. Jake hocha la tête et Sébastien lui ébouriffa doucement les cheveux avant de partir. En bas, Marcy était au téléphone, souriant à l'écran d'une manière que Sébastien ne l'avait pas vu lui adresser depuis des mois. Quand elle le remarqua, le sourire disparut. « Comment va-t-il » demanda-t-elle. Silencieux, répondit Sébastien. L'école t'a appelé aujourd'hui à propos d'un incident. Non. Pourquoi l'aurait-il fait? Parce que notre fils a un œil au beurre noir qui suggère un traumatisme important. Les écoles documentent généralement ces choses. L'expression de Marcy se durcit. C'est peut-être arrivé juste avant que tu le récupères. Tu es paranoïaque, Seb. Paranoïaque. C'était un mot qu'elle utilisait plus fréquemment ces derniers temps. Toujours avec cette intonation particulière, mi-inquiète, mi-condescendante, comme si elle diagnostiquait une maladie. Je vais appeler l'école demain, dit Sébastien. Vérifiez les caméras, juste pour être sûr. Le visage de Marcy devint vide. Puis elle rit. Les caméras? Tu es vraiment en mode sécurité, n'est-ce pas? C'était un accident, Sébastien. Les enfants se blessent. N'en fais pas une enquête. Mais il était trop laid. La graine était plantée. Sébastien Wilkinson avait passé sa carrière à enquêter sur les menaces. Et pour la première fois, il commençait à se demander si la plus grande menace n'avait pas été dans sa propre maison depuis le début. Sébastien arriva à l'école primaire Lincoln à 7h30 le lendemain matin, avant la plupart du personnel. La directrice, Joséphine Blake, était une femme sévère d'une cinquantaine d'années qui dirigeait l'école avec une efficacité militaire, ce que Sébastien appréciait. Monsieur Wilkinson, le salua-t-elle dans son bureau, son expression préoccupée. J'ai eu votre message vocal. Je suis vraiment désolé pour la blessure de Jake. J'ai vérifié auprès de tous les enseignants et personne n'a signalé d'incident hier. C'est ce que je craignais, dit Sébastien en s'installant dans le fauteuil en face de son bureau. Madame Blake, j'ai besoin de voir les images de sécurité d'hier après-midi. Ses sourcils se haussèrent. C'est inhabituel. Puis-je vous demander pourquoi? Parce que mon fils est rentré à la maison avec une blessure qui suggère une force importante, et il ne veut pas me dire ce qui s'est passé. Quelque chose ne va pas, et j'ai besoin de savoir quoi. Joséphine l'étudia un moment, puis hocha la tête. Suivez-moi. Le bureau de la sécurité était une petite pièce près de l'entrée principale, tenue par un policier à la retraite nommé William Choix, qui s'occupait des systèmes de sécurité de l'école. À la demande de Sébastien, ils remontèrent les images de l'après-midi précédent, à partir de 14h30. Sébastien regarda l'écran attentivement. Il y avait Jake sur le terrain de jeu pendant la dernière récréation, jouant à chat avec des amis. Pas de chute, pas de bagarre, rien d'inhabituel. Les images continuèrent jusqu'à la sortie des classes à 15h15. Jake se dirigea vers la file des parents, son visage intact, son œil parfaitement normal. « Pouvez-vous me montrer les caméras du parking ?» demanda Sébastien, la voix tendue. William changea de flux. Sébastien regarda Jake attendre dans la zone de ramassage désignée. Puis un SUV Lexus argenté s'arrêta, la voiture de Marcy. Mais alors que Jake s'approchait du véhicule, Sébastien se pencha en avant, son sang se glaçant. Sa femme sortit du côté conducteur. Rien d'inhabituel jusque-là. Mais ensuite, la porte passager s'ouvrit et un homme en sortit. Grand, musclé, avec des cheveux sombres et une démarche arrogante. Il portait un t-shirt moulant et un jean de marque. Sébastien regarda Marcy dire quelque chose à Jake. Le garçon secoua la tête. Le langage corporel de Marcy changea, devint agressif. Elle attrapa le bras de Jake. Le garçon essaya de se dégager. Et puis l'homme, cet étranger, s'avança et gifla violemment Jake au visage.
La vision de Sébastien se rétrécit. Il regarda son fils s'effondrer, vit Marcy se figer un instant avant de pousser brutalement Jake sur la banquette arrière. L'homme remonta sur le siège passager et ils partirent. Mon Dieu, souffla William. Les mains de Sébastien serraient le bureau si fort que ses jointures étaient blanches. J'ai besoin d'une copie de ces images. De tout. Plusieurs sauvegardes. Monsieur Wilkinson, nous devons appeler la police, dit Joséphine, le visage pâle. C'est une agression sur un enfant. Pas encore. L'esprit de Sébastien tournait à toute vitesse, convoquant chaque technique d'interrogatoire, chaque principe stratégique qu'il avait appris. Si nous appelons la police maintenant, elle prendra immédiatement un avocat. Et cela deviendra une situation parole contre parole. J'ai d'abord besoin de comprendre ce qui se passe vraiment ici. Mais cet homme a frappé votre fils. Et je m'assurerai qu'il paie pour ça, dit Sébastien, sa voix d'acier. Mais je dois faire ça correctement. Donnez-moi 48 heures. Gardez ça secret pour l'instant, s'il vous plaît. Joséphine semblait incertaine, mais quelque chose dans l'expression de Sébastien a dû la convaincre. 48 heures. Ensuite, j'appelle moi-même les services de protection de l'enfance. Sébastien hocha la tête et prit la clé USB avec les images. Sa main tremblait en se dirigeant vers sa voiture, mais pas de peur, de rage. Une rage pure et froide qu'il se força à compartimenter et à contrôler. Il s'assit dans le parking et regarda à nouveau les images sur son ordinateur portable. Figea l'image sur le visage de l'homme. Puis il ouvrit sa base de données professionnelle, une collection de logiciels de reconnaissance faciale et d'outils de vérification d'antécédents qu'il utilisait pour la sécurité d'entreprise. 20 minutes plus tard, il avait un nom, Cole Viga, 34 ans, entraîneur personnel et coach de vie. Plusieurs adresses au cours des 5 dernières années, et là, une connexion, Cole Viga avait été tagué dans plusieurs publications Instagram de Marcy au cours des 3 derniers mois. Ces publications, coach sportif, que Sébastien avait vues mais auxquelles il n'avait jamais prêté attention. Il consulta les réseaux sociaux de Cole. Photos de salles de sport, citations de motivation, photos avec diverses femmes, toujours avec ce même sourire arrogant. Et là, enfoui dans les photos d'il y a 2 mois, Marcy et Cole à une sorte d'événement de fitness, debout trop près, sa main sur sa poitrine. Le téléphone de Sébastien sonna. Marcy. Et, où es-tu, demanda-t-elle, la voix légère. Je pensais que tu travaillais de la maison aujourd'hui. À une réunion matinale, mentit doucement Sébastien. Comment va Jake? Il dort encore. Son œil est vraiment moche, cependant. Je pense qu'on devrait le garder à la maison aujourd'hui. Bonne idée, dit Sébastien. Je serai à la maison dans 1 heure. Il raccrocha et resta assis dans le parking, son esprit élaborant des scénarios. Sa femme avait une liaison. C'était clair. Mais pourquoi Cole avait-il frappé Jake? Qu'est-ce que leur fils avait fait ou dit pour provoquer cette réaction? Et puis une pensée plus sombre. Et si ce n'était pas la première fois? Sébastien sortit son téléphone et appela Tané. Il est 8 heures du matin un mercredi, grogna Tané. Ça a intérêt à être important. J'ai besoin de ton expertise, dit doucement Sébastien. Comment saurais-je si mon fils était maltraité? Quel signe devrais-je chercher? Il y eut une longue pause. Seb, qu'est-ce qui se passe, bordel? Peux-tu passer ce soir? Après que Marcy soit partie à sa réunion tardive. Je serai là à 20 heures. Sébastien rentra chez lui, son esprit déjà 3 coups en avance, planifiant ses prochains mouvements. Il avait passé des années à anticiper les menaces, à les neutraliser avant qu'elles ne puissent frapper. Mais c'était différent. C'était sa famille, son fils, et il brûlerait le monde entier pour protéger Jake. Quand il entra, Marcy préparait du café dans la cuisine, habillée pour le travail. « Je pensais que tu serais rentré plus tôt, dit-elle. Il y avait des embouteillages. » Sébastien se versa une tasse, ses mouvements décontractés, malgré la fureur qui s'enroulait dans sa poitrine. « Où étais-tu à 15 heures hier? » Marcy ne s'y même pas, au travail. « Pourquoi? » Juste curieux. « Tu as dit que tu travaillais de la maison. » Je voulais dire que je travaillais. J'ai dû passer au bureau pour une réunion vers 14h30. Je ne suis pas rentré avant presque 17h. Le mensonge était lisse, répété. Sébastien se demanda combien d'autres il y avait eu.
Comment va Jake? Demanda-t-il. Il dort encore. Je vais le laisser se reposer. Elle l'embrassa sur la joue. Un geste désinvolte qui ressemblait à une trahison. Je dois y aller. La présentation pour le comte Mitchell est aujourd'hui. Sébastien la regarda partir, puis monta immédiatement vérifier Jake. Son fils était réveillé, assis dans son lit, fixant le vide. « Eh, mon grand » dit doucement Sébastien. « Comment te sens-tu » Jake le regarda avec ses yeux hantés. « Papa, est-ce que j'ai des ennuis ?»« Quoi ?»« Non. »« Pourquoi aurais-tu des ennuis ?»« Parce que... » « À cause de ce qui s'est passé. » Sébastien s'assit sur le bord du lit. « Jake, j'ai besoin que tu me dises la vérité. J'en sais déjà une partie, mais j'ai besoin de l'entendre de ta part. Qui t'a frappé ?» Les yeux de Jake se remplirent de larmes. « Maman a dit que si je te le disais, tu serais très en colère et tu nous quitterais. Elle a dit que c'était de ma faute si je l'avais mis en colère. » Le cœur de Sébastien se brisa et se reforma, plus dur. « Mettre qui en colère, Jake ?» Cole. L'ami de maman. Il a dit que je manquais de respect. Les mots sortaient en cascade maintenant. Il m'a dit de l'appeler monsieur, et j'ai dit non, parce qu'il n'est pas mon père. Et puis il m'a frappé. Maman ne l'a pas arrêté, papa. Elle m'a juste dit de monter dans la voiture. Sébastien attira son fils dans ses bras, le tenant pendant que Jake sanglotait. « Écoute-moi très attentivement, dit-il, sa voix stable malgré la rage qui le consumait. Rien de tout cela n'est de ta faute. Pas la moindre miette. Et je ne vais nulle part. Je vais arranger ça. Je te le promets. » Mais Cole, murmura Jake. Sébastien sourit. Et ce n'était pas un sourire aimable. « Laisse-moi m'en inquiéter. Toi, concentre-toi simplement sur ta guérison. » Après que Jake se soit finalement rendormi, Sébastien se rendit à son bureau et ferma la porte à clé. Il afficha à nouveau les images de sécurité, étudia chaque image, chaque détail. Puis il ouvrit un nouveau fichier sur son ordinateur portable crypté et le titra « Opération Terre brûlée ». Il était temps de montrer à Marcy et Cole exactement à qui ils avaient affaire. Tanner Page arriva à 20h15 ce soir-là, avec un pack de 6 bières et son attitude irrévérencieuse habituelle. Jusqu'à ce qu'il voie le visage de Sébastien. « D'accord. On dirait que tu prépares un meurtre, » dit Tanner en posant la bière. « Devrais-je m'inquiéter ?»« Oui, » répondit Sébastien. « Mais pas pour moi. » Il montra les images à Tanner. Tanner, normalement prompt à un commentaire sarcastique, regarda en silence. Quand ce fut fini, il se rassit et passa la main dans ses cheveux. « Bon sang, Seb, c'est une agression pure et simple sur un mineur. Tu as appelé la police, n'est-ce pas ? Pas encore. » Sébastien ouvrit son ordinateur portable. Parce que je pense que c'est plus gros qu'une simple liaison et un petit ami violent. Au cours de l'heure suivante, Sébastien exposa tout ce qu'il avait découvert. Cole Vigan n'était pas seulement un entraîneur personnel. Il avait été impliqué dans 2 affaires suspectes de fraude à l'assurance avec des partenaires précédentes. Les 2 femmes avaient fini par divorcer. Leurs ex-maris perdaient d'une manière ou d'une autre les batailles pour la garde des enfants malgré des casiers vierges. « Tu penses que c'est un schéma ?» demanda Tanner. « Je pense que Cole est un prédateur qui cible les femmes mariées avec des biens, » dit Sébastien. « Et je pense que Marcy est soit une participante consentante, soit sa prochaine victime. » Tanner étudia les dossiers. « Mais pourquoi frapper Jake ? Cela semble nuire à leur cause. » Sauf si, dit lentement Sébastien, ils essayaient de faire passer Jake pour un enfant à problème. Un enfant avec des troubles du comportement, qui fait des siennes. Cela soutiendrait un récit selon lequel l'environnement familial est instable. Et s'il pouvait te faire passer pour l'instable? Alors Marcy obtient la garde, la maison, mes biens, et Cole emménage. Sébastien afficha un autre fichier. J'ai suivi nos finances. Marcy a liquidé de petites sommes de nos comptes joints au cours des 6 derniers mois. Rien d'assez important pour déclencher des alertes, mais cela s'élève à environ 40 000 $. Tanner siffla. Elle prépare sa sortie. Ce qui signifie qu'elle prépare ça depuis un moment. La mâchoire de Sébastien se crispa. Mais il y a autre chose. Regarde ça.
Il montra à Tané sa tasse de café, plus précisément le résidu qu'il avait conservé de la veille au matin. J'ai envoyé ça à un laboratoire privé. Les résultats préliminaires montrent des traces d'un sédatif léger. Pas assez pour m'assommer, mais assez pour me rendre confus, déconcentré. Elle t'a drogué. Je pense que oui. Je me sens bizarre depuis des semaines, je manque des réunions, j'oublie des détails, des choses qui ne me ressemblent absolument pas. Je pensais que c'était le stress, peut-être le début de quelque chose de pire. Mais maintenant. L'expression de Sébastien se durcit. Maintenant, je pense qu'elle m'a gaslighté, me faisant paraître incompétent au travail. Tané se pencha en arrière, digérant l'information. Seb, c'est une association de malfaiteurs. Tu dois aller à la police tout de suite. Et dire quoi? Que je pense que ma femme me drogue. Ils voudront des preuves, ce qui signifie des tests, ce qui signifie du temps. Du temps pour elle de détruire les preuves. De transformer ça en me faisant passer pour paranoïaque et instable. Exactement le récit qu'elle construit. Sébastien secoua la tête. Non. Je dois les battre à leur propre jeu, c'est de la folie. C'est la guerre. Les yeux de Sébastien étaient froids. Et je ne perds pas les guerres. La semaine suivante, Sébastien devint un fantôme dans sa propre maison. Il faisait semblant de boire son café, le jetant en fait et le remplissant avec du café frais d'un thermos qu'il gardait dans sa voiture. Il joua parfaitement le rôle du mari confus et légèrement erratique. Il oublia des réunions. Il semblait distrait. Il regarda la confiance de Marcy grandir alors qu'elle échangeait des regards entendus avec Cole pendant leur séance d'entraînement à la salle de sport. Car oui, Sébastien avait commencé à fréquenter la même salle, avait commencé à observer, à apprendre les schémas de Cole, ses habitudes, ses faiblesses. Cole Viga était arrogant, négligent. Il se vantait de ses conquêtes sur les réseaux sociaux. Il avait un tempérament qui s'enflammait quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Et plus important encore, il n'avait aucune idée que Sébastien Wilkinson n'était pas juste un quelconque employé de bureau sans méfiance. Pendant ce temps, Sébastien installa des caméras cachées dans toute sa maison. Légales dans le Michigan à des fins de sécurité. Il documenta chaque interaction entre Marcy et Cole lorsque l'homme commença à venir pour des séances d'entraînement dans leur salle de sport à domicile. Il les regarda s'embrasser dans sa cuisine, rire de son état second ces derniers temps. Il perd pied au travail, dit Marcy sur une vidéo, sa voix désinvolte. Son patron m'a appelé hier, inquiet. Il a dit que Sébastien avait manqué une présentation majeure. Cole sourit. Le dosage est parfait alors. Pas assez pour le rendre méfiant, juste assez pour le faire paraître incompétent. Combien de temps encore, demanda Marcy. Encore un mois. Nous devons établir un schéma clair. Ensuite, tu demandes le divorce, tu invoques son déclin mental, tu obtiens la garde du gamin, et on est tranquille, termina Marcy. Elle enroula ses bras autour du cou de Cole. Mon Dieu, j'ai hâte d'en avoir fini avec lui. Il est si ennuyeux, si prévisible. Sébastien regarda ces images dans son bureau, son visage impassible. Prévisible, oui, il les laisserait penser ça. Il avait aussi été occupé. Grâce à ses contacts professionnels, il découvrit que Cole avait des mandats d'arrêt en suspens au Nevada pour fraude. Il avait compilé des preuves des divorces précédents où Cole avait été impliqué, montrant un schéma clair. Il avait documenté chaque centime que Marcy avait volé, chaque dose de sédatif dans son café. Il avait commencé à le jeter secrètement et à enregistrer Marcy le préparant. Chaque mensonge qu'elle racontait. Mais il lui en fallait plus. Il avait besoin qu'il se révèle complètement, qu'il fasse quelque chose de si flagrant qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Et puis, une opportunité se présenta. Jake devient un problème, dit Cole sur les images de surveillance de la salle de sport à domicile. C'était en fin d'après-midi et Marcy avait récupéré Jake à l'école. Le garçon était à l'étage dans sa chambre. Il n'arrête pas de me répondre. Il continue de dire que je ne suis pas son père. Il a 8 ans, dit Marcy. Il s'adaptera. Ou alors on facilite les choses. Les enfants avec des problèmes de comportement, un historique d'agression. Ces enfants ne restent pas avec leur père pendant les batailles pour la garde. Sébastien regarda le visage de Marcy changer un instant. Elle semblait incertaine. Qu'est-ce que tu suggères? Je dis que si Jake avait quelques incidents de plus à l'école,
quelques blessures de plus que ton mari ne peut pas expliquer, le juge aurait de sérieuses préoccupations quant à l'aptitude de Sébastien en tant que parent. Tu veux le blesser à nouveau? Je veux sécuriser notre avenir, dit froidement Cole. Ce gamin est la seule chose qui se dresse entre nous et l'argent de ton mari. On fait passer Sébastien pour négligent ou violent. On obtient la garde exclusive et tu le dépouilles de tout ce qu'il a dans le divorce. Il y eut une longue pause. Puis Marcy hocha la tête. D'accord. Mais pas à l'école encore. Trop risqué. Laisse-moi faire, dit Cole. Sébastien arrêta l'enregistrement. Ses mains étaient parfaitement stables alors qu'il prenait son téléphone et appelait Bernardo Patton, le meilleur avocat en droit de la famille de Chicago. Bernardo, c'est Sébastien Wilkinson. J'ai besoin que tu libères ton emploi du temps. Nous partons en guerre. Quel genre de guerre? Sébastien sourit, un sourire froid et acéré. Le genre où je gagne. Sébastien Wilkinson avait appris 3 principes fondamentaux pendant ses 12 ans dans le renseignement militaire, la patience, la précision et l'élément de surprise. Son travail l'avait mené des rues poussiéreuses de Bagdad aux salles de conseil d'administration de Manhattan. Mais la stratégie de base ne changeait jamais. Comprendre son ennemi mieux qu'il ne se comprend lui-même et frapper quand il est le plus vulnérable. Maintenant, assis en face de Bernardo Patton dans un cabinet d'avocats du centre-ville de Chicago, Sébastien mettait ses principes en action. Bernardo était un homme petit et trapu, la cinquantaine avancée, avec des cheveux argentés et des yeux perçants qui ne manquaient rien. Il avait bâti sa réputation en défendant des cadres lors d'OPA hostiles et de divorces à gros enjeux. Il était cher, impitoyable et exactement ce dont Sébastien avait besoin. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien, dit Bernardo en examinant le dossier que Sébastien lui avait fourni. Votre femme et son petit ami vous ont systématiquement drogué, prévoient de vous faire passer pour un parent inapte et discutent maintenant de blesser physiquement votre fils pour renforcer leur dossier de garde. Correct. Et vous avez des preuves vidéo de tout cela. Des heures de preuves. Sébastien ouvrit son ordinateur portable. Audio, vidéo, dossier financier, témoignages de GEC, images de surveillance de l'école, résultats de laboratoire des échantillons de café. Bernardo regarda plusieurs extraits, son expression s'assombrissant. C'est une association de malfaiteurs, une agression sur mineur. Un empoisonnement criminel. Sébastien, vous pourriez aller à la police maintenant et les faire arrêter tous les deux. Je pourrais, acquiesça Sébastien. Mais Marcy serait libérée sous caution immédiatement. Elle engagerait un bon avocat. Peut-être même vous si je n'étais pas votre client. Et cela deviendrait une longue bataille juridique interminable. Pendant ce temps, Jake est pris au milieu, traumatisé par le processus. Alors, quelle est votre alternative? Sébastien se pencha en avant. Je veux qu'il s'enfonce si profondément qu'il n'y ait aucune issue. Je veux des preuves si accablantes qu'aucun jury, aucun juge, aucun avocat ne pourrait les défendre. Et je veux qu'ils pensent qu'ils sont en train de gagner jusqu'au moment où ils réaliseront qu'ils ont tout perdu. Bernardo l'étudia. Vous voulez vous venger. Je veux la justice. Il y a une différence. La voix de Sébastien était froide. Cole Viga a déjà fait ça. Il trouve des hommes qui réussissent avec des biens, séduit leur femme et aide à organiser des divorces où la femme finit avec tout. Puis il passe à la cible suivante. J'ai trouvé au moins 3 autres cas. Le schéma est identique. Il afficha des dossiers sur son ordinateur portable. Tiffany Jennings, divorcée il y a 2 ans. Le mari a perdu la garde de leur fille, affirmant que la femme était devenue violente. L'évaluateur de la garde était un ami de Cole. Cheryl Walton, divorcée il y a 18 mois. Histoire similaire. Le mari a signalé un comportement étrange, des problèmes de mémoire, a été jugé instable pendant la procédure. Les 2 femmes ont fini en couple avec Cole. Les 2 relations se sont terminées dans les 6 mois suivant le règlement du divorce. Et les hommes? L'un s'est suicidé. L'autre a tout perdu. Son travail, sa réputation, sa relation avec son enfant. La mâchoire de Sébastien se crispa. Je ne serai pas la victime numéro 4. Et je vais m'assurer que Cole ne fasse plus jamais ça à personne. Bernardo resta silencieux un long moment. De quoi avez-vous besoin de moi? Préparez la demande de divorce, mais ne la soumettez pas encore.
Préparez les papiers de garde d'urgence et trouvez-moi tous les précédents juridiques pour complot criminel dans des situations domestiques. Quand nous agirons, ce devra être rapide et absolu. Vous parlez d'une frappe coordonnée, légale, criminelle, sociale. Exactement. Sébastien afficha une chronologie. Cole et Marcy pensent qu'ils ont encore un mois avant de passer à l'action. Je vais leur donner 2 semaines. 2 semaines où je semblerai me détériorer encore plus, où ils deviendront trop confiants, où ils feront des erreurs. Et ensuite, je leur rappellerai ce qui arrive quand on sous-estime son adversaire. Ce soir-là, Sébastien rentra chez lui et trouva Marcy dans la cuisine avec Cole. Il ne prenait même plus la peine de se cacher. « Oh, Seb, dit Marcy, son ton vif et faux. » Cole est passé déposer des plans de repas. « Tu te souviens de Cole, mon entraîneur ?» « Bien sûr, dit Sébastien, rendant sa voix légèrement pâteuse. Il avait pratiqué le rôle, confus, dans le brouillard, légèrement instable. « Content de te voir, mec. » Cole sourit d'un air suffisant. « Toi aussi, mon pote. Comment ça va au travail ? » « Ça. Ouais, ça va. Occupé. » Sébastien ouvrit le réfrigérateur, tâtonnant avec les articles. « Quelqu'un a vu mon shake protéiné ? J'en ai fait un ce matin. » Marcy échangea un regard avec Cole. « Chérie, on n'a pas fait de shake ce matin. Tu te souviens ? Tu as dit que tu n'avais pas faim. » « Ah bon ? » Sébastien fronça les sourcils, touchant sa tempe. « Mon Dieu, je suis vraiment à l'ouest ces derniers temps. » « Tu devrais peut-être voir un médecin, suggéra Cole, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Ça pourrait être quelque chose de sérieux. Le stress peut faire des choses folles à l'esprit. » « Ouais, peut-être. » Sébastien se traîna vers les escaliers. « Je vais m'allonger. »« Bonne idée, » cria Marcy derrière lui. Depuis le flux de sa caméra cachée dans son bureau, Sébastien regarda Marcy et Cole se mettre immédiatement à rire. « Mon Dieu, c'est plus facile que je ne le pensais, dit Cole. Il est complètement à l'ouest. Le dosage est parfait. Encore une semaine et je pense qu'on peut commencer la phase suivante avec le gamin, répondit Marcy. Avec le gamin ? L'expression de Marcy se durcit. Nous devons aller plus vite. Le patron de Sébastien a encore appelé aujourd'hui. Ils sont assez inquiets pour le forcer à prendre un congé maladie, ce qui pourrait en fait jouer en notre faveur. Ça montre qu'il est instable pour la garde. Cole sourit. Tu es brillante. Tu sais ça ? J'ai appris des meilleurs. Elle l'embrassa. Combien de temps on attend après le divorce pour se marier ? 6 mois. Assez longtemps pour que ça n'ait pas l'air suspect. Assez court pour qu'on puisse commencer la prochaine cible. La prochaine cible ? Cole haussa les épaules. C'est ce que je fais, bébé. J'ai un PDG de la tech en vue à San Francisco. Divorcé une fois déjà, 2 enfants, une valeur nette d'environ 20 millions. Le visage de Marcy devint pâle. Attends, qu'est-ce que tu dis ? Je dis que ça a été amusant, mais c'est du business. Tu obtiens ton règlement de divorce, je prends ma part, et on passe tous les deux à autre chose. Mais nous. Je pensais que Tu pensais que j'étais amoureux de toi ? Cole rit. Marcy, tu es belle et tu es utile, mais il s'agit d'argent. Il a toujours été question d'argent. Sébastien regarda le monde de Marcy s'effondrer visiblement. Un instant, il eut presque pitié d'elle. Presque. Tu m'utilises, murmura-t-elle. On s'utilise l'un l'autre, corrigea Cole. Ne fais pas la surprise. Tu étais parfaitement heureuse de détruire ton mari et de traumatiser ton fils pour un gain financier. Je suis juste honnête sur mes motivations. La conversation continua, mais Sébastien en avait assez vu. Il prit son téléphone et envoya un SMS à Tané. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Il est temps de commencer la phase 2. Tané arriva au bureau de Sébastien le lendemain matin. Une entreprise de sécurité industrielle dans le centre-ville de Chicago, où la réputation de Sébastien en tant que consultant stratégique était à toute épreuve. Ou du moins, elle l'avait été avant que Marcy ne commence à droguer son café. « Tu as une sale mine », dit Tané en fermant la porte du bureau. « Ce qui est parfait, en fait, étant donné ce que tu essaies de faire. »« Je n'ai pas beaucoup dormi, admit Sébastien. »« Tu tournes à 3 heures par nuit depuis une semaine,
à compiler des preuves, à planifier des éventualités. Mais ça marche. Il pense qu'il gagne. Et tu veux que je fasse quoi exactement? Ton SMS était cryptique. Sébastien ouvrit son ordinateur portable. Cole Viga est arrogant et négligent. Il a déjà fait ça, ce qui signifie qu'il y a des victimes. J'ai trouvé 2 ex-femmes d'hommes qu'il a ciblées. L'une d'elles, Tiffany Jennings, est locale. Elle est maintenant thérapeute, ironiquement. Tu veux lui parler? Je veux que tu deviennes son ami. Tu es professeur de psychologie. Vous évoluez dans des cercles similaires. Allez aux mêmes conférences, finissez peut-être dans le même café quelquefois. Gagne sa confiance. Tané fronça les sourcils. Seb, c'est de la manipulation. C'est de la collecte d'informations. Et j'ai besoin de savoir si Cole est vulnérable quelque part. S'il a fait des erreurs avec ses cibles précédentes que nous pouvons exploiter. L'expression de Sébastien était sombre. Je ne suis pas au-dessus d'utiliser tous les outils que j'ai, Tané. La sécurité de mon fils est en jeu, d'accord, dit Tané après un moment. Mais si elle demande, je lui dirai la vérité sur pourquoi je pose des questions. Marché conclu. Au cours des jours suivants, le plan avança sur plusieurs fronts. Tané prit contact avec Tiffany Jennings lors d'une conférence de psychologie à Northwestern. Pendant ce temps, Sébastien continuait son numéro à la maison, paraissant de plus en plus confus et instable. Il envoya accidentellement un email de travail au mauvais client. Il manqua une réservation de dîner avec Marcy. Il laissa la cuisinière allumée 2 fois. Chaque erreur était calculée, conçue pour construire le récit de son effondrement. Marcy documentait tout, prenant des photos, prenant des notes. Sébastien le savait car il pouvait la voir le faire sur ses caméras cachées. Elle construisait son dossier, rassemblant des preuves de son supposé déclin. Elle n'avait aucune idée que chaque photo qu'elle prenait, chaque note qu'elle faisait, était à son tour documentée par le système de surveillance beaucoup plus sophistiqué de Sébastien. Mais la véritable percée est venue lorsque Tané a appelé le jeudi soir. J'ai parlé à Tiffany, dit Tané. C'est pire que ce que nous pensions. Cole ne l'a pas seulement aidé à divorcer de son mari. Il l'a d'abord isolé. Lui a fait couper les ponts avec ses amis, sa famille. Puis, pendant le divorce, il a tout contrôlé. Ce qu'elle disait, ce qu'elle portait au tribunal, les preuves qu'elle présentait. A-t-il aussi drogué le mari? Elle ne l'a pas confirmé directement, mais elle a laissé entendre que oui, son ex-mari avait commencé à agir étrangement, à oublier des choses. Elle pensait à l'époque que c'était le stress de leur mariage qui s'effondrait. Maintenant, elle n'est plus si sûre. C'est elle ou Cole est vulnérable? L'argent, dit Tané. Il est toujours désespérément à court d'argent. Il dépense plus vite qu'il ne gagne. Voiture de luxe, vêtements de marque, partie de poker à gros enjeux. Elle a dit qu'il avait une fois mentionné devoir de l'argent à des gens sérieux à Las Vegas. Sébastien sentit un sourire froid traverser son visage. C'est parfait. En quoi est-ce parfait? Parce que les hommes désespérés font des erreurs. Et je vais donner à Cole Viga l'occasion de faire une très grosse erreur. Le plan de Sébastien se cristallisa au cours du week-end. Il deviendrait la proie parfaite. Pas seulement le mari confus empoisonné, mais un homme avec des actifs accessibles et un mauvais jugement. Grâce à ses contacts professionnels, il mit en place une fausse opportunité d'investissement, une affaire immobilière douteuse qui nécessitait un investissement en espèces immédiat. Il s'assura de le mentionner à voix haute lors d'un appel téléphonique alors que Marcy était dans la pièce voisine. 50 000 $ me permettent d'entrer au rez-de-chaussée, dit-il à son partenaire commercial imaginaire. Et tout est en espèces pour éviter la paperasse de la SEC. Oui, je peux le retirer de mes comptes privés demain. Il raccrocha et fit semblant de ne pas remarquer Marcy debout dans l'embrasure de la porte. Gros investissement, demanda-t-elle nonchalamment. Juste un truc immobilier, dit Sébastien en balayant l'affaire d'un geste. Probablement rien. Mais au cours des jours suivants, il s'assura de laisser traîner des documents sur l'investissement, des relevés bancaires montrant des actifs liquides, des informations sur la prétendue propriété. Et puis, la pièce de résistance. Il mentionna qu'il gardait les 50 000 $ en espèces dans son coffre-fort à la maison parce que la banque posait trop de questions. Il savait que Cole mordrait à l'hameçon. Les hommes comme Cole ne pouvaient pas résister à l'argent facile. Ce que Cole ne savait pas, c'est que Sébastien avait installé un capteur de pression dans le coffre-fort,
des caméras activées par le mouvement dans son bureau, et qu'il avait rempli le coffre-fort de billets marqués qui pouvaient être tracés. Quand Cole essaierait inévitablement de voler l'argent, Sébastien aurait tout ce dont il avait besoin, effraction, vol, et le dernier clou dans le cercueil de leur complot. Mais Cole le surprit. Au lieu de commettre le vol lui-même, Cole convainquit Marcy de voler l'argent. Sébastien regarda les images de la caméra de son bureau alors que Marcy, sa femme depuis 9 ans, entrait dans son bureau le mardi après-midi. Elle connaissait la combinaison de son coffre-fort. Il la lui avait donnée il y a des années, à l'époque où la confiance existait encore entre eux. Elle ouvrit le coffre, sortit les 50 000 $ et les plaça dans son sac de sport. Puis elle fit quelque chose que Sébastien n'attendait pas. Elle s'arrêta, regarda l'argent, et se mit à pleurer. « Je suis désolée », murmura-t-elle à la pièce vide. « Je suis tellement désolée. » Un instant, en regardant depuis sa voiture, Sébastien sentit une lueur de quelque chose. Du regret, peut-être, ou de la tristesse pour ce qu'ils avaient été. Mais ensuite, il se souvint de l'œil au beurre noir de Jake. Se souvint de son fils disant « Maman ne l'a pas arrêté ». Et le sentiment disparut. Il appela Bernardo. « Elle a pris l'argent », dit Sébastien. « C'est un vol entre conjoints, ce qui en Illinois est un crime si c'est plus de 10 000 $. Voulez-vous appeler la police maintenant ? » Pas encore. Je veux voir où elle l'emmène. J'ai des traceurs GPS dans les billets. Vous jouez à un jeu dangereux, Sébastien. Je joue au seul jeu que je sais comment gagner. Le traceur GPS mena Marcy directement à l'appartement de Cole, un gratte-ciel de luxe à River North qui était bien au-dessus des moyens d'un entraîneur personnel. Sébastien regarda depuis sa voiture alors qu'elle entrait dans le bâtiment, portant le sac de sport rempli d'argent. Son téléphone vibra. Un SMS de Tanné. Tiffany dit que Cole a un partenaire. Quelqu'un qui l'aide à identifier les cibles, à monter les combines. Elle ne l'a jamais rencontré mais a entendu des appels téléphoniques. Sébastien fixa le message. Un partenaire. Cela changeait les choses. Il appela Bernardo. Nous pourrions avoir un complot plus vaste ici. Pouvez-vous extraire les dossiers de toute personne avec qui Cole fait régulièrement des affaires ? Sociétés écrans, partenariats commerciaux, n'importe quoi. Je l'aurai d'ici demain matin. Sébastien passa les 2 heures suivantes garé devant l'immeuble de Cole, à observer. Finalement, vers 19 h, Marcy sortit, l'air secoué. Elle rentra chez elle dans un état second et Sébastien la suivit à distance. Quand il arriva à la maison 20 minutes plus tard, Marcy était dans la cuisine, fixant le vide. « Salut », dit Sébastien, maintenant son rôle de mari confus. « Tout va bien ?» Elle sursauta. « Bon sang, tu m'as fait peur. » « Désolé, longue journée. » Il tâtonna avec ses clés, les laissa tomber. « Le travail me tue. Je jure que je ne me souviens pas de la moitié de ce que je suis censé faire. » Marcy le regarda avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Seb, je peux te poser une question ? » « Bien sûr. »« Est-ce que tu m'aimes encore ?» La question le prit au dépourvu. Un instant, le masque tomba et quelque chose de mauvais a dû se voir sur son visage car l'expression de Marcy s'effondra. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. « Je suis tellement désolé. Je ne sais pas comment j'en suis arrivé là. Je ne sais pas comment je... » « Marcy, de quoi parles-tu » Elle secoua la tête. « Rien. Je suis juste fatigué. Longue journée. » Elle monta à l'étage, laissant Sébastien dans la cuisine. Il la regarda partir, son esprit tournant à plein régime. Avait-elle des doutes ? Il vérifia ses caméras cachées. Dans leur chambre, Marcy était au téléphone avec Cole. « Je ne peux plus faire ça », disait-elle. « Ce truc avec Jake, le fait de droguer Seb. C'est trop loin. Nous devons arrêter. » La voix de Cole parvint, minuscule mais claire. « On est trop avancé maintenant, Marcy. Tu as déjà volé l'argent. Tu es complice. Alors je le rendrai. Et tu diras quoi ? Désolé, chérie, j'ai volé 50 000 $, mais j'ai changé d'avis. Tu penses qu'il va juste te pardonner ? Je ne sais pas, peut-être qu'il ne le fera pas. Et même s'il le faisait, moi, je ne le ferai pas, la voix de Cole devint froide. Tu es là-dedans avec moi jusqu'au bout. Alors, voici ce qui va se passer demain.
Tu vas demander le divorce. Tu vas prétendre que Sébastien a été violent et instable. Tu vas utiliser les preuves que nous avons construites et tu vas obtenir cette garde et ce règlement. Et si tu essaies de te défiler maintenant, je m'assurerai que tout le monde sache que tu drogues ton mari depuis des mois. Tu me menaces? Je nous protège tous les deux. Maintenant, prends-toi en main et finis-en. Sébastien écouta sa femme pleurer après que Cole eut raccroché. Une partie de lui, une très petite partie, ressentait de la sympathie. Elle avait été manipulée, utilisée par un prédateur professionnel. Mais elle avait aussi fait des choix. Elle avait choisi de blesser Jake. Elle avait choisi d'empoisonner Sébastien. Elle avait choisi l'argent plutôt que sa famille. Et maintenant, elle allait devoir faire face aux conséquences. Le lendemain matin, Sébastien reçut les dossiers de Bernardo. Le partenaire de Cole était un avocat nommé Alfonso Yates, spécialisé dans les affaires de garde. En regardant de plus près, Sébastien découvrit qu'Alfonso avait été l'évaluateur de la garde dans les 2 précédents complots de divorce de Cole. C'était lui qui avait dépeint les maris comme instables, qui avait recommandé que les mères obtiennent la garde exclusive. C'était un montage bien ficelé. Cole séduisait la femme, créait des preuves de l'instabilité du mari, et Alfonso fournissait le sceau officiel d'approbation qui rendait le tout légitime. On les a, dit Sébastien à Bernardo. Tous les 3. Complot, fraude, extorsion. La police doit être impliquée maintenant, insista Bernardo. Cela dépasse le cadre du tribunal civil. Je sais. Mais je veux une dernière chose d'abord. L'expression de Sébastien se durcit. Je les veux tous dans une pièce ensemble. Je veux les regarder dans les yeux quand leur monde s'effondrera. Laisse-moi m'en occuper. Sébastien passa l'après-midi à mettre en place le coup final. Il envoya un email depuis un compte factice à Cole, se faisant passer pour une riche cible potentielle, un divorcé cherchant un entraînement personnel discret et un coaching de vie. La réunion fut fixée au vendredi à 19 h dans un lieu neutre, la salle de conférence de l'entreprise de sécurité de Sébastien. Puis il appela Marcy. « J'ai besoin de te parler, dit-il, la voix tendue. De nous, de tout ce qui s'est passé. Seb, s'il te plaît. 19 h demain, dans mon bureau. Juste toi et moi. Nous devons régler ça. » Il y eut une pause. « D'accord, j'y serai. » Enfin, Sébastien appela directement Alfonso Yates, utilisant cette fois sa véritable identité. « Monsieur Yates, je m'appelle Sébastien Wilkinson. Je traverse une situation de divorce difficile et j'ai besoin d'un évaluateur de garde. J'ai entendu dire que vous étiez le meilleur. J'apprécie, monsieur Wilkinson. Quelle est la situation? C'est compliqué. Pouvons-nous nous rencontrer demain, 19 h? Je suis heureux de payer pour votre temps. Normalement, je suis réservé des semaines à l'avance, mais il se trouve que j'ai une ouverture. Où est votre bureau? Sébastien lui donna l'adresse et raccrocha. Toutes les pièces étaient en place. Vendredi à 19 h, Cole, Marcy et Alfonso entreraient tous dans cette salle de conférence en s'attendant à 3 réunions différentes. Ce qu'ils trouveraient à la place, c'était Sébastien Wilkinson, pleinement alerte et très en contrôle, avec des policiers, des avocats et suffisamment de preuves pour les enterrer tous. Mais d'abord, il devait préparer Jake. Ce soir-là, Sébastien s'assit avec son fils dans la chambre de Jake. « Et mon grand, on peut parler ?» Jake leva les yeux de sa tablette. Son œil au beurre noir s'était estompé en un jaune vert, mais la lassitude de son expression n'avait pas diminué. « Est-ce que j'ai des ennuis ?» demanda doucement Jake. « Non, jamais. » Sébastien attira son fils près de lui. « Jake, je veux que tu saches que les choses vont bientôt changer. De grands changements. Et une partie pourrait être effrayante ou déroutante. Est-ce que toi et maman allaient divorcer? Les enfants étaient tellement plus intelligents que les adultes ne leur en donnaient le crédit. Oui, nous allons divorcer. À cause de Cole? À cause de beaucoup de choses. Mais surtout parce que ta mère et moi n'étions pas ceux que nous pensions être. Et parfois, les gens font de mauvais choix qui blessent les gens qu'ils aiment. Jake resta silencieux un moment. Est-ce que je te verrai encore? Chaque jour, promit Sébastien. Je ne vais nulle part. Tu es coincé avec moi, mon grand. Un petit sourire traversa le visage de Jake. Je peux te poser une question, papa? N'importe quoi.
Est-ce que tu oublies vraiment des choses? Maman dit que tu es malade. Sébastien regarda son fils, ce petit garçon courageux, intelligent et blessé, et décida qu'il méritait la vérité. Non, mon grand. J'ai fait semblant. Ta mère et Cole, ils ont fait de mauvaises choses, et j'avais besoin qu'ils pensent que je ne savais pas pour pouvoir les arrêter. Les yeux de Jake s'écarquillèrent. Comme un espion? Exactement comme un espion. Sébastien lui ébouriffa les cheveux. Mais la mission est presque terminée. Et après-demain, tout sera différent. Différent comment? Bien meilleur. Le vendredi soir arriva avec ce genre d'air d'automne vif qui donnait vie à Chicago. Sébastien se tenait dans la salle de conférence de Wilkinson Security Consultant, entouré des outils de son ancien métier, moniteur de surveillance, équipement de communication sécurisé, et des murs tapissés de distinctions de son service militaire qui lui rappelaient qui il était vraiment. Pas le mari confus et drogué que Marcy pensait avoir épousé, mais un stratège qui avait planifié des opérations en territoire hostile et survécu. Tanner était assis à côté de lui, l'air nerveux. « Tu es sûr de ça ?» Les confronter tous en même temps. « J'en suis sûr. » Sébastien regarda sa montre. 18h45, tout le monde est en position. Bernardo est dans le bureau d'accent grave côté avec les preuves. Le détective Daryl Salas et son partenaire attendent en bas. Ils monteront à ton signal. Et j'ai Tiffany Jennings en attente par appel vidéo si nous avons besoin de témoignages sur les combines précédentes de Cole. Bien. À exactement 18h55, Marcy arriva. Elle avait l'air épuisée, son maquillage habituellement parfait était minimal. Ses vêtements de marque avaient été remplacés par un jean et un pull. Elle semblait plus petite, diminuée. Elle entra dans la salle de conférence avec hésitation. « Seb. Je n'étais pas sûr que tu serais vraiment là. » « Pourquoi ne le serais-je pas ?»« Parce que, » elle s'interrompit, voyant quelque chose dans sa posture, son expression. « Tu sembles différent. »« Ah bon ?» La voix de Sébastien était froide et claire. Pas de bafouillement, pas de confusion. Peut-être que je suis juste enfin réveillé. Le visage de Marcy devint pâle. De quoi? La porte s'ouvrit à nouveau. Cole Viga entra d'un pas assuré, toujours aussi confiant dans sa chemise de marque moulante et sa montre chère. Il s'arrêta en voyant Marcy. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'elle fait ici? » « Je l'ai invitée, » dit calmement Sébastien. « Asseyez-vous, Cole. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais je suis ici pour rencontrer un client. Vous êtes ici pour me rencontrer. Asseyez-vous. » Quelque chose dans la voix de Sébastien fit marquer une pause à Cole. Pour la première fois, l'incertitude traversa son visage. « Marcy, qu'est-ce qui se passe? »« Je ne sais pas, » murmura-t-elle. À 19h02, le dernier joueur arriva. Alfonso Yates, un homme mince d'une soixantaine d'années avec des cheveux argentés et un costume cher, entra avec une mallette en cuir. Il s'arrêta en voyant les occupants de la pièce. « Monsieur Wilkinson, je ne m'attendais pas. Ces personnes font-elles partie de votre affaire? » D'une certaine manière. Sébastien fit un geste vers la chaise restante. « Veuillez vous asseoir. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Alfonso avait l'air de vouloir partir, mais quelque chose, peut-être la curiosité, peut-être l'avidité, le fit rester. Il prit le siège le plus éloigné de la porte. Sébastien se tenait à la tête de la table, sa prestance militaire évidente maintenant. Aucune trace du mari confus. Il afficha un écran derrière lui et cliqua sur une télécommande. « Laissez-moi vous raconter une histoire », commença-t-il. C'est l'histoire d'un entraîneur personnel nommé Cole Viga qui a développé une combine très rentable. Il cible des hommes mariés qui réussissent, des hommes avec des biens, des carrières stables, de bonne réputation. Il séduit leurs femmes, les transforme en complices, et détruit systématiquement les maris par la drogue, le gaslighting et des preuves fabriquées d'instabilité. Le visage de Cole était passé de confiant à méfiant. Sébastien continua. Avec l'aide d'un évaluateur de garde corrompu nommé Alfonso Yates, il s'assure que la femme obtienne la garde exclusive et un règlement maximum. Après quoi, Cole passe à sa prochaine cible, laissant derrière lui des familles détruitées, dans un cas, un homme mort qui ne pouvait pas vivre avec la perte de ses enfants. « C'est de la folie, » dit Cole en se levant. « Je n'ai pas à écouter ça. Asseyez-vous. » La voix de Sébastien claqua comme un fouet.
ou je demanderai au détective en bas de vous arrêter immédiatement pour agression sur mineur. Cole se rassit lentement. Marcy, dit Sébastien, sa voix plus douce maintenant. Je sais que Cole t'a manipulé. Je sais qu'il a joué sur tes insécurités, tes ambitions. Mais tu as fait des choix. Tu as choisi de me droguer. Tu as choisi de me voler. Et le pire de tout, tu as choisi de rester là pendant qu'un homme adulte frappait notre fils de 8 ans. Les larmes de Marcy coulaient maintenant. Je suis désolé. Mon Dieu, Seb, je suis tellement désolé. Je voulais arrêter. J'ai essayé. Quand? Quand as-tu essayé d'arrêter? Sébastien afficha des images vidéo. Marcy et Cole dans la cuisine, riant de l'avoir drogué. Était-ce avant ou après que tu m'aies qualifié d'ennuyeux et de prévisible? Elle tressaillit comme si elle avait été frappée. Sébastien se tourna vers l'écran et commença à diffuser des extraits. Les images de sécurité de l'école de Cole frappant Jack. Des enregistrements audio de Marcy et Cole planifiant le complot. La vidéo de Marcy volant les 50 000 $. Des dossiers financiers montrant l'implication de Cole dans des divorces précédents. La transcription du témoignage de Tiffany Jennings et Cheryl Walton sur les combines précédentes de Cole. À chaque preuve, les personnes à la table semblaient rapetisser. L'arrogance de Cole s'évapora en rage, puis en peur. Alfonso passa de l'indignation au calcul, essayant clairement de déterminer son exposition juridique. Marcy ne faisait que pleurer, le visage dans ses mains. Voici ce qui va se passer, dit Sébastien lorsque la présentation se termina. Le détective Salas et son partenaire sont en bas. Ils ont des mandats d'arrêt pour vous trois. Cole, vous êtes accusé d'agression sur mineur, de complot en vue de commettre une fraude, d'extorsion et de vol. Alfonso, vous êtes accusé de complicité de fraude et de faute professionnelle. Le barreau de l'État est également très intéressé par vos activités. Marcy. Il s'arrêta, regardant sa femme. Une partie de lui voulait la détruire complètement. Mais il pensa à Jack. Pensa à l'enfant qui avait déjà tant perdu. Marcy, tu es accusé de vol qualifié, de complot et d'empoisonnement criminel. Mais je vais te donner une chance. Une seule. Pour atténuer cela. Tu coopères pleinement avec l'accusation contre Cole et Alfonso. Tu témoignes de tout ce qu'ils t'ont fait faire, de tout ce que tu as fait volontairement. Tu me cèdes la garde exclusive de Jack et tu acceptes des visites supervisées uniquement. Fais ça, et je recommanderai la clémence au procureur. Tu ferais ça? Murmura Marcy. Après tout. Pas pour toi. Pour Jack. Il n'a pas besoin de ses deux parents en prison. Espèce de salaud, grogna Cole en se jetant par-dessus la table. Tu te crois si malin. La porte s'ouvrit en grand. Le détective Daryl Salas et son partenaire, deux hommes grands aux expressions sérieuses, entrèrent avec des menottes prêtes. Cole Viga, vous êtes en état d'arrestation pour agression sur mineur, dit Salas en lui lisant ses droits pendant que son partenaire lui tordait les bras dans le dos. Cole se débattit, criant des obscénités, menaçant de poursuite. Mais Sébastien le regarda passivement alors que l'homme qui avait blessé son fils était emmené. Alfonso partit tranquillement, l'esprit de son avocat travaillant déjà sur sa défense, mais Sébastien savait que les preuves étaient accablantes. La carrière de cet homme était terminée. Marcy se leva en tremblant. Seb, on peut parler, s'il te plaît? Juste 5 minutes. Tu as 5 minutes avant que le détective Salas ne revienne pour toi, dit Sébastien. Utilise-les sagement. Tanné sortit pour leur laisser de l'intimité. Bien que Sébastien ait laissé l'équipement d'enregistrement en marche, il avait appris à ne pas avoir de conversation sans documentation. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, commença Marcy. J'ai regardé notre vie et je me sentais juste vide, comme si je vivais le rêve de quelqu'un d'autre. Et Cole, il me faisait me sentir excitante, dangereuse. Il m'a dit que je méritais plus qu'une vie de banlieue ennuyeuse. Alors tu as essayé de me détruire. Je ne réfléchissais pas. Il était dans ma tête, me disant que tu me freinais. Qu'avec ton argent, je pourrais être libre. Elle leva les yeux vers lui. Quand as-tu su? Quand Jack est rentré à la maison avec un œil au beurre noir et ne voulait pas en parler. Je savais que quelque chose n'allait vraiment pas, et tu as enquêté. Je suis bon pour enquêter. Tu es bon dans beaucoup de choses que j'ai prises pour acquises. Marcy essuya ses yeux. Pour ce que ça vaut, j'aime vraiment Jack.
Je n'ai jamais voulu le blesser. Mais tu l'as fait. Tu es resté là et tu as laissé Cole frapper notre fils. Je sais. Je sais. Elle sanglotait maintenant. J'étais si profondément dedans que je ne voyais pas d'issue. Et quand j'ai finalement réalisé qui était vraiment Cole, ce qu'il faisait vraiment, il était trop tard. Sébastien lui tendit un mouchoir. Son expression était illisible. Tu as un choix maintenant. Tu peux aller au procès, faire traîner ça pendant des années, faire témoigner Jake sur ce que tu as fait. Ou tu peux prendre tes responsabilités, coopérer avec le procureur, et peut-être sauver une sorte de relation avec ton fils quand tu sortiras. Je coopérerai, dit-elle immédiatement. Tout ce dont tu as besoin. S'il te plaît, dis juste à Jake que je suis désolé. Dis-lui que je l'aime. Dis-le toi-même. Quand tu l'auras mérité. Le détective Salas revint avec son partenaire. Madame Wilkinson, nous avons besoin que vous veniez avec nous maintenant. Marcy se leva, regardant Sébastien une dernière fois. Tu n'as jamais été ennuyeux, Seb. J'étais juste trop stupide pour le voir. Puis elle disparut et Sébastien resta seul dans la salle de conférence. Les 3 semaines suivantes furent un tourbillon de procédures judiciaires, de soumission de preuves et d'attention médiatique. L'affaire de l'entraîneur personnel qui avait orchestré de multiples fraudes au divorce devint un scandale local, puis une histoire nationale. Des camionnettes de presse se garèrent devant la maison de Sébastien. Les journalistes appelaient à toute heure. À travers tout cela, Sébastien resta concentré sur 2 choses, protéger Jake et s'assurer que justice soit faite. Tanné avait emménagé temporairement pour aider avec Jake, emmenant le garçon à l'école et à ses activités pendant que Sébastien s'occupait des avocats et de la police. Jake voyait une psychologue pour enfants, la docteure Esperanza Ferguson, spécialisée dans les traumatismes. Lentement, le garçon commençait à guérir, bien qu'il ait encore des cauchemars. Il est remarquablement résilient, dit la docteure Ferguson à Sébastien après une séance. Vous avez tout fait correctement. Vous avez été honnête avec lui, vous l'avez fait se sentir en sécurité, vous n'avez jamais parlé en mal de sa mère malgré toutes les raisons que vous aviez. Il a besoin de se forger ses propres opinions sur Marcy, dit Sébastien. Pas seulement d'accepter les miennes. C'est très mature de votre part. C'est très difficile pour moi, corrigea Sébastien. Mais c'est ce qu'il y a de mieux pour Jake. Les audiences préliminaires commencèrent en novembre. Marcy, fidèle à sa parole, coopéra pleinement avec l'accusation. Elle témoigna de la manipulation de Cole, du stratagème de drogue, de la fraude financière. Elle s'effondra plusieurs fois en décrivant le jour où Cole a frappé Jake. J'aurais dû l'arrêter, dit-elle à la barre, sa voix à peine audible. J'aurais dû protéger mon fils. Au lieu de cela, je me suis dit que c'était juste une fois, que ça n'arriverait plus. Mais je savais. Je savais que Cole était dangereux, et je l'ai laissé s'approcher de mon enfant quand même. Son témoignage fut dévastateur. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception de ses sanglots. La défense de Cole essaya de la dépeindre comme une femme bafouée mentant pour obtenir la clémence, mais les preuves que Sébastien avait compilées audio, vidéo, dossiers financiers détruisirent ce récit. Les combines précédentes de Cole furent mises en lumière, Tiffany Jennings et Cheryl Walton témoignant toutes 2 d'expériences similaires. Il m'a dit que mon mari me freinait, dit Tiffany. Que je méritais mieux. Il m'a fait me sentir spécial, puis m'a transformé en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Le temps que je réalise ce qu'il cherchait vraiment, j'avais tout perdu. Alfonso Yates essaya de prétendre qu'il avait été dupé par Cole, qu'il n'était pas au courant de la drogue ou de la fraude systématique. Mais ses propres emails le trahirent. Des communications avec Cole discutant des cibles et du partage des pourcentages. Mi-décembre, tout était terminé. Cole Viga fut condamné à 15 ans de prison pour agression sur mineur, complot en vue de commettre une fraude, extorsion et multiples chefs d'accusation de vol. Alfonso Yates reçut 10 ans et fut radié du barreau. Marcy, en échange de sa coopération et de son témoignage, reçut 5 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 3 ans pour bonne conduite. Sébastien était assis dans la salle d'audience et ne ressentit rien lorsque les peines furent lues. Pas de satisfaction, pas de colère, juste un soulagement profond et épuisé que ce soit fini. Après la condamnation, Bernardo le prit à part. « Vous l'avez fait, » dit l'avocat. « Victoire complète. Garde, bien, justice, tout ce que vous vouliez. »« Pas tout, »
répondit Sébastien. Jake a perdu sa mère. Ce n'est pas une victoire. Elle a fait ses choix. Oui, mais c'est lui qui en paie le prix. Ce soir-là, Sébastien et Jake étaient assis ensemble dans le salon. Tané était finalement retourné dans son propre appartement et ils n'étaient plus que tous les deux. « Papa » demanda doucement Jake. « Est-ce que maman va vraiment en prison ?»« Oui. »« Pour combien de temps ?»« Quelques années. Peut-être 3 ou 4, si elle est vraiment sage. » Jake resta silencieux, digérant l'information. « Est-ce que tu l'aimes encore ?» Sébastien réfléchit à la façon de répondre. La chose facile aurait été de dire non, de la condamner complètement. Mais Jake méritait l'honnêteté. « J'aime qui elle était », dit soigneusement Sébastien. « La femme que j'ai épousée, la mère qui restait éveillée toute la nuit quand tu avais la grippe, qui t'a appris à faire du vélo. Cette femme-là, je l'aime encore. Mais la personne qu'elle est devenue, les choix qu'elle a faits, ceux-là, je ne peux pas les pardonner. C'est déroutant. Les gens sont déroutants, mon grand. Nous sommes tous compliqués. Ta mère a fait des choses terribles, mais elle a aussi fait de bonnes choses. Tu te souviens des bonnes choses. » Jake s'appuya contre lui. « Est-ce que je peux encore l'aimer ? » ? Oui, tu devrais. C'est ta mère. Rien de ce qui s'est passé ne change ça. Mais elle m'a fait du mal. Je sais. Et c'était mal. Mais les gens peuvent avoir tort et être quand même aimés. Il faut juste les aimer prudemment, avec des limites. Jake sembla accepter cela. Après un moment, il demanda, « Tu vas sortir avec quelqu'un ?» La question surprit Sébastien. « Je n'y ai pas vraiment pensé. » « Pourquoi ? » ?»« Parce que tu ne devrais pas être seul. Ce serait triste. » Sébastien sourit malgré lui. « Je tais-toi. Je ne suis pas seul. Mais quand je suis à l'école ou avec des amis, alors j'apprendrai à jouer aux jeux vidéo ou quelque chose comme ça. » Jake gloussa. Le premier vrai rire que Sébastien entendait de sa part depuis des mois. Le son était comme un rayon de soleil perçant les nuages. 6 mois plus tard. Par un chaud après-midi de mai, Sébastien se tenait dans la cour de l'école de Jake, regardant son fils jouer au football avec ses amis. L'œil au beurre noir avait disparu depuis longtemps, remplacé par les ecchymoses et les égratignures normales d'un garçon actif de 9 ans. Jake riait, courait, était redevenu un enfant. Tané s'approcha de lui, tenant un café du magasin d'en face. « Tu le fixes comme un parent hélicoptère », dit Tané en lui tendant une tasse. « Je suis vigilant. Tu es paranoïaque. » Jake va bien, Seb. Regarde-le. Il s'épanouit. Sébastien savait que son ami avait raison. La thérapie avait aidé. La stabilité avait aidé. La connaissance qu'il était en sécurité, que son père le protégerait, avait aidé plus que tout. Marcy a appelé hier soir, dit Sébastien. De prison. Jake lui a parlé pendant environ 5 minutes. Comment ça s'est passé? Gênant. Elle a beaucoup pleuré. Jake était poli mais distant. Sébastien sirota son café. Elle a accepté qu'elle a détruit leur relation. Elle dit qu'elle utilise ce temps pour suivre une thérapie, pour découvrir qui elle est sans la manipulation ou l'avidité qui guide ses choix. Tu penses qu'elle est sincère? Je ne sais pas. Je l'espère. Pour le bien de Jake. Ils restèrent dans un silence confortable, regardant le match. Après un moment, Tané dit, « Tu sais, tu as fait quelque chose de remarquable ici. Tu aurais pu simplement aller à la police dès le début, les laisser gérer. Mais tu as construit un dossier en béton, protégé Jake d'autant de traumatisme que possible, et t'es assuré que Cole ne fera plus jamais ça à une autre famille. » Cole et Alfonso, tous les deux, dit Sébastien. Bien que j'ai entendu dire que Cole a du mal en prison. Apparemment, les hommes qui agressent les enfants ne sont pas populaires auprès des autres détenus. Le karma est une. Oui. Oui, ça l'est. Jake marqua un but et regarda immédiatement pour voir si Sébastien avait regardé. Sébastien lui fit un pouce levé enthousiaste et Jake rayonna. « Et toi ?» demanda Tané. « Tu sors avec quelqu'un ?» Jake m'en parlait la semaine dernière. Il semble très inquiet que tu deviennes un ermite. Sébastien rit. J'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux. Principalement, je me concentre sur le bien-être de Jake.
Reconstruire la réputation de ma carrière. Ce qui se passe bien, mieux que prévu. Il s'avère que révéler un complot majeur et démanteler un réseau criminel est bon pour les affaires. 3 entreprises du Fortune 500 m'ont contacté pour du conseil en sécurité. Le héros militaire devenu consultant en sécurité révèle les ténèbres de sa propre maison, dit Anne d'une voix dramatique. C'est comme un film. C'est comme un cauchemar, corrigea Sébastien. Mais nous y avons survécu. Ce soir-là, Sébastien prépara le dîner préféré de Jake, une pizza maison avec un supplément de pepperoni. Ils mangèrent ensemble à la table de la cuisine, parlant de la journée de Jake, de son prochain voyage de camping avec sa troupe de scouts, de ses projets pour l'été. Après le dîner, alors que Sébastien faisait la vaisselle, Jake apparut à côté de lui avec un morceau de papier. « Je t'ai fait quelque chose en classe », dit timidement Jake. C'était un dessin. Des bonshommes allumettes qui étaient clairement censés être Sébastien et Jake debout devant une maison avec un soleil au-dessus. Dans le coin, d'une écriture soignée de 9 ans, il y avait les mots « Mon papa est un héros ». Sébastien sentit sa gorge se serrer. C'est la meilleure chose que quelqu'un m'ait jamais donnée, mon grand. Vraiment? Vraiment. Il attira Jake dans ses bras. Merci. Plus tard dans la nuit, après que Jake se fut endormi, Sébastien s'assit dans son bureau, regardant le dessin. Sur son bureau se trouvaient des copies de tous les dossiers de preuves. Pas les originaux. Cela était avec les procureurs, mais des copies qu'il avait gardées. Des rappels de ce qui s'était passé, de ce à quoi ils avaient survécu. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Inconnu, est-ce bien Sébastien Wilkinson? Sébastien, qui est-ce? Inconnu, je m'appelle Michael Maxwell. Vous ne me connaissez pas, mais j'ai entendu parler de votre affaire. Je pense que ma femme me fait la même chose. Elle a un entraîneur personnel, et je me sens confus, j'oublie des choses. Pouvons-nous parler? Sébastien fixa le message. Il pensa à l'ignorer, à mettre ce chapitre de sa vie derrière lui complètement. Il avait fait sa part. Il avait protégé son fils, obtenu justice, révélé le complot. Mais ensuite, il pensa à l'autre homme qui avait traversé cela, celui qui s'était suicidé plutôt que de perdre ses enfants. Il pensa à quel point il avait failli manquer les signes, à devenir une autre victime. Sébastien, rendez-vous demain à mon bureau. 14 heures. Apporter la documentation de tout ce qui est suspect, relevés financiers, email, comportements étranges. Ne laissez pas votre femme savoir que vous venez. Michael, merci. Mon Dieu, merci. Je pensais que je devenais fou. Sébastien, vous n'êtes pas fou et vous n'êtes pas seul. À demain. Sébastien posa son téléphone et regarda à nouveau le dessin de Jake. Mon papa est un héros. Peut-être l'était-il. Ou peut-être était-il juste un père qui aimait son fils assez pour se battre quand le combat comptait. Quoi qu'il en soit, il avait gagné la bataille qui comptait. Celle pour l'avenir de sa famille. Et si cette bataille lui avait appris quelque chose, c'est que le mal prospère quand les hommes de bien ne font rien. Cole était en prison, mais Sébastien savait qu'il y en avait d'autres comme lui, s'attaquant aux familles, détruisant des vies. S'il pouvait aider à en arrêter ne serait-ce qu'un de plus, s'il pouvait épargner à un autre père l'agonie qu'il avait endurée, alors le cauchemar auquel il avait survécu aurait un sens au-delà de la simple survie de sa propre famille. Sébastien Wilkinson ferma son ordinateur portable, éteignit la lumière de son bureau et monta vérifier Jake une dernière fois. Son fils dormait paisiblement, en sécurité dans une maison où il était aimé et protégé. Tout le reste, la vengeance, la justice, la destruction systématique de ses ennemis, tout cela avait été pour ça. Un enfant dormant sans peur, un avenir restauré, une famille sauvée. Et ça, pensa Sébastien, était la plus vraie des victoires. Fin. Épilogue. 3 ans plus tard, Sébastien Wilkinson se tenait au podium d'une conférence sur l'application de la loi à Washington DC, s'adressant à une salle remplie de détectives, de juges aux affaires familiales et de défenseurs des victimes. Le contrôle coercitif et la fraude au divorce représentent une menace croissante pour les familles à travers l'Amérique, dit-il, sa présentation montrant les statistiques qu'il avait compilées. Depuis la révélation du complot Viga, nous avons identifié 17 combines similaires opérant dans 12 États. Ces prédateurs sont sophistiqués, organisés, et ils savent comment exploiter les vulnérabilités juridiques et émotionnelles. Dans le public, Michael Maxwell était assis avec sa fille de 12 ans,
dont il avait réussi à conserver la garde après que Sébastien lui aidait à révéler un complot similaire. À côté de lui étaient assis 3 autres hommes que Sébastien avait aidés au cours des 2 dernières années. Tous des pairs qui avaient été ciblés par des escrocs utilisant des variantes de la combine de Cole. Mais ils peuvent être arrêtés, continua Sébastien. Avec une documentation appropriée, une collecte stratégique de preuves et une action juridique coordonnée. Plus important encore, avec la sensibilisation. Connaître les signes avant-coureurs, faire confiance à son instinct et refuser de laisser la peur ou l'embarras vous empêcher de chercher de l'aide. Après la présentation, plusieurs participants l'approchèrent avec des questions, des histoires, des demandes d'assistance. Sébastien répondit à ce qu'il put, distribua ses coordonnées et mit en relation des personnes qui pouvaient s'entraider. Parmi la foule se trouvait Marcy. Elle avait été libérée sur parole 6 mois plus tôt et travaillait comme assistante administrative tout en continuant sa thérapie. Elle se tenait au fond de la salle, portant des vêtements modestes, son apparence de marque d'autrefois remplacée par une simple praticité. Quand la foule se dispersa, elle s'approcha avec hésitation. « C'était une bonne présentation, dit-elle doucement. »« Merci. » La voix de Sébastien était cordiale mais distante. Ils avaient atteint un stade de coexistence civile pour le bien de Jake, mais les blessures étaient toujours là. « Jake a mentionné que tu sors avec quelqu'un de sérieux maintenant. » Une professeure. Son nom est Dr Janine Summers. Elle enseigne la psychologie criminelle à DePaul. C'est approprié. Marcy réussit un petit sourire. Je suis heureuse pour toi, Seb. Vraiment. Comment se passent tes séances avec Jake? Mieux. Lentement mieux. Il me parle plus, bien qu'il y ait encore beaucoup de douleur. Elle baissa les yeux. Je lui écris des lettres. Tout ce que j'aurais aimé dire. Tout ce que j'apprends en thérapie sur pourquoi j'ai fait ces choix. Mon thérapeute dit qu'il ne les lira peut-être pas maintenant, mais un jour, quand il sera plus âgé, peut-être qu'elles l'aideront à comprendre. Peut-être, acquiesça Sébastien. J'ai vu que Cole a eu 5 ans de plus ajoutés à sa peine pour agression sur un détenu. Oui. Il a essayé de recruter quelqu'un pour l'aider à monter une combine similaire depuis la prison. Le détenu l'a dénoncé. Bien. L'expression de Marcy se durcit. Il a détruit beaucoup de vies, y compris la mienne. Je sais que je suis responsable de mes choix, mais il a vu quelque chose de vulnérable en moi et l'a exploité. C'est ce que font les prédateurs. Ils restèrent dans un silence gêné un moment. Finalement, Marcy dit, merci de m'avoir donné une chance de rédemption. De ne pas m'avoir complètement détruite alors que tu en avais tout à fait le droit. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour Jake. Je sais. Mais je suis reconnaissante quand même. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. Tu n'as jamais été ennuyeux, Seb. Tu étais stable, loyal et bon. J'étais trop brisé pour voir que ces choses avaient de la valeur. J'espère que Jake grandira pour être comme toi, pas comme moi. Elle partit avant que Sébastien ne puisse répondre. Ce soir-là, Sébastien appela Jake en vidéo, qui passait le week-end chez Tané avec les 2 enfants de Tané. Et, papa. Le visage de Jake remplit l'écran, souriant. On fait des s'mores plus tard. Ça a l'air amusant. Pas trop de sucre, cependant. D'accord. Tané a déjà dit qu'on pouvait en avoir 3 chacun. Il est beaucoup plus cool que toi. Merci, mon grand. Je t'aime aussi. Je t'aime, papa. L'expression de Jake devint plus sérieuse. J'ai vu maman aujourd'hui à ta conférence. Ah bon? Comment c'était? Bizarre, mais ça va. Elle a demandé si j'avais reçu ses lettres. Et tu les as reçues? Oui. Je ne les ai pas encore toutes lues. Certaines sont difficiles. Jake fit une pause. C'est normal que je ne sois pas prêt à lui pardonner? Jake, tu peux ressentir ce que tu ressens. Il n'y a pas de bon ou de mauvais calendrier pour la guérison. Le fait que tu sois prêt à lui parler montre à quel point tu es fort. J'ai appris des meilleurs, dit Jake, faisant écho aux mots qu'il avait entendu Sébastien dire à propos de son propre père décédé. Après avoir raccroché, Sébastien s'assit dans son bureau à domicile, la même pièce où il avait découvert le complot 3 ans auparavant. L'espace avait l'air différent maintenant. L'équipement de surveillance avait pour la plupart disparu, remplacé par des photos. Jake a ses matchs de foot.
Jake et Sébastien en randonnée. Jake avec sa nouvelle belle-mère en devenir, Janine, qui était devenue une partie importante de leur vie. Sur son bureau, encadré, se trouvait le dessin que Jake avait fait cette nuit-là. Mon papa est un héros. À côté se trouvait une nouvelle addition, une plaque d'une coalition nationale contre la violence domestique, reconnaissant son travail pour aider les pères à échapper aux situations de contrôle coercitif. Sébastien prit les deux objets, les étudiant. Le dessin représentait la victoire personnelle, protéger son fils, préserver sa famille. La plaque représentait quelque chose de plus grand, utiliser ses compétences, son expérience, sa douleur pour aider les autres à éviter le même cauchemar. Son téléphone vibra. Janine. Soirée ciné toujours d'actualité. Jake a dit que tu avais promis de regarder ce truc de super-héros avec lui demain. Sébastien, je ne manquerai ça pour rien au monde. On se voit à 19h. Janine, parfait. Je t'aime. Sébastien sourit. Il y a 3 ans, sa vie était un mensonge soigneusement construit. Maintenant, elle était plus désordonnée, plus compliquée, mais infiniment plus réelle. Il avait perdu un mariage, mais gagné en clarté. Il avait été trahi, mais avait réappris à faire confiance. Il avait été drogué et manipulé, mais en était sorti plus fort. Plus important encore, il avait protégé son fils et aidé à protéger d'autres fils et filles du même sort. Alors qu'il éteignait son ordinateur pour la nuit, Sébastien pensa à Cole Viga, assis dans une prison de haute sécurité, à Alfonso Yates, radié du barreau et déshonoré, à Marcy essayant de reconstruire une vie brisée, et à toutes les familles qu'ils avaient essayé de détruire qui étaient maintenant en sécurité. La justice, Sébastien l'avait appris, n'était pas toujours immédiate ou parfaite. Mais lorsqu'elle était poursuivie avec intelligence, patience et précision, les mêmes compétences qui l'avaient rendu bon dans son travail, elle était réalisable. Et satisfaisante. Très satisfaisante, en effet. Et voilà. Une autre histoire touche à sa fin. Qu'en avez-vous pensé ? J'adorerais connaître vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire, envisagez de rejoindre notre communauté en vous abonnant. Cela signifie beaucoup pour nous. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez les vidéos recommandées à l'écran, et je vous verrai.